Voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie de matinale avec une table ronde intitulée « Les MSP à l'heure de l'industrialisation ». Alors, en quelques années, les prestataires du numérique des PME ont profondément transformé leur approche, excite le break and fix classique. Le modèle MSP s'impose comme le standard de fait, combinant forfaitisation, proactivité, automatisation. Mais ces transformations soulèvent de nouveaux défis. Comment concilier standardisation et personnalisation? Comment rester agile? Comment utiliser l'IA comme levier de croissance? Cette table ronde réunit 4 dirigeants de MSP représentatifs de cette nouvelle génération d'acteurs pour décrypter donc les outils, les process, les enjeux qui structurent aujourd'hui le business des fournisseurs de services managés. Alors, avec moi sur ce plateau, nous avons Nelson Ribeiro Gomes, directeur général d'Efficience. Bonjour. Bonjour. Nous avons Johan Maty, président de Underscore. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Bonnefond, président fondateur d'Infinisys et d'Egotech. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Zouay, fondateur... Zouaï, pardon, excusez-moi. Fondateur d'Easy Services Informatique. Voilà, on vous voit. Bonjour. Voilà, rebonjour, parce que vous étiez donc sur le précédent plateau pour notre communication partenaire. Alors, on va peut-être commencer par ce que c'est que votre activité et vos sociétés. Alors, Frédéric, vous êtes le patron de l'un des MSP les plus anciens sur ce modèle en France, avec une transformation amorcée il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, vous êtes une société vous représentez une société de 85 personnes, réalisant environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Oui, un petit peu plus en fait, mais c'est ça, en grosso modo. Easy Service a été créé il y a 23 ans et on fait, cette année, on devrait friser les 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. 12, ok, bon. Et Nelson Ribeiro Gomes, donc vous êtes directeur général d'Efficience. C'est une société d'une centaine de collaborateurs, je dis pas de bêtises. Un petit peu moins. Un petit peu moins, 90. Mais ça évolue fréquemment. D'accord. 18 millions d'euros. D'accord. Et historiquement, vous étiez un revendeur traditionnel. Vous êtes converti au modèle MSP il y a une dizaine d'années. Et vous êtes là aussi un des principaux, sinon le principal sur ce créneau en France. Et vous faites aussi partie des précurseurs dans l'intégration de l'IA. On y reviendra. Alors Emmanuel, vous êtes président fondateur d'Infinisys et donc vous avez racheté Egotech en mars 2024, c'est ça? Exactement, oui. Donc en fait, Infinisys, c'est un groupe de 25 collaborateurs. On fait à peu près 4,5 millions de chiffre d'affaires consolidé. Et on a 2 entités, Infinilink en région parisienne et Egotech donc à Bayonne. Très bien. Et vous venez de la téléphonie au tout début? Alors, historiquement, moi, oui, je viens de la téléphonie. Et quand j'ai créé Infinilink en 2005, en fait, c'était sur la partie infrastructure. Et donc, l'idée, c'était d'accompagner... Je suis un ancien, donc c'était à l'époque où on commençait à avoir les offres illimitées sur les box Internet. Donc 2005, il faut remettre ça dans le contexte de la bulle Internet. On n'a pas oublié. Oui, c'est ça. On n'est pas jeune. Et l'idée, c'était effectivement d'accompagner les clients sur les offres de téléphonie illimitée qui existaient chez les particuliers et qui arrivaient sur la fusion des services dans les entreprises entre téléphonie et informatique. Très bien. Et Johan Maty, donc Underscore, là, c'est une entreprise qui a 5 ans, qui est partie d'une feuille blanche. Juste 5 ans, exactement. Et voilà, post-Covid, avec des outils et donc une logique MSP nouvelle génération. Exactement. Voilà, avec les outils modernes. Alors, on va parler de ce que c'est voilà, le modèle MSP. On va revenir rapidement, mais du break on fix au modèle MSP, qu'est-ce qui change? Beaucoup d'acteurs se revendiquent MSP, c'est le mot à la mode, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Des réalités très différentes. Alors, qu'est-ce qui caractérise vraiment un MSP? Je vous laisse la parole. Qui veut commencer? On va commencer par Frédéric. Frédéric, oui. Voilà, vous avez adopté ce modèle parce que il y a une quinzaine d'années. Donc voilà, qu'est-ce qui vous a fait passer sur ce modèle forfaitisé et proactif? Et quels ont été les jalons de la bascule? Je pense qu'il y a une logique qui est d'aligner les intérêts du client final avec les intérêts du fournisseur. Un MSP se veut préventif et en gros, moins il y a de panne,
plus il gagne et plus le client gagne parce qu'il a moins d'interruptions. À l'inverse de l'ancien modèle plus classique qu'on appelle break and fix, qui était vous avez une panne, j'interviens et vous payez à l'heure. Donc finalement, plus vous avez de panne, plus le prestataire gagne de l'argent. Donc à la limite, pourquoi est-ce qu'il ne créerait pas des pannes ou laisserait un environnement propice à avoir des pannes? Donc voilà un peu la philosophie du MSP, et puis ça s'appuie sur de l'automatisation, sur beaucoup de préventifs et sur des coûts forfaitaires prévisibles, puisqu'en général on a un abonnement historiquement au poste, de plus en plus à l'utilisateur par exemple. Et c'est pour ça que la première raison, c'était d'aligner nos intérêts. Et c'est commercialement assez facile de dire à un client, voilà, moi moins j'interviens et mieux ça se passe chez toi, et tout le monde est content normalement au bout de cette histoire. Donc très simple à vendre comme ça. Voilà. Et on retrouve ce modèle d'abonnement qui nous permet nous aussi de nous projeter et de nous dire qu'on a un chiffre d'affaires relativement stable et en évolution sur les X années à venir. Très bien. Nelson, voilà, en 2 mots, vous, qu'est-ce qui a fait? Alors vous étiez, avant, vous étiez une société un revendeur traditionnel, on va dire. Oui, on était un VAR. Il y a toujours eu cette notion d'infogérance, pour employer des termes. De l'époque. Ouais, je dirais de l'époque. On est devenu aujourd'hui un MSP, qui est le terme un peu plus sexy qu'infogéreur. Donc ça a toujours été finalement le fil rouge chez Efficience, mais c'est vrai que je rejoins mon confrère qui était de dire comment on fait évoluer ce métier-là vers un modèle qui va à la fois combler les intérêts et besoins de nos clients, qui sont des besoins finalement qui continuent à la fois de grandir, mais aussi de s'étoffer d'un point de vue évolutivité technologique avec nos intérêts à nous, et de telle sorte à ce que l'on puisse, je dirais, continuer de faire croître nos sociétés. Et je dirais que la clé réside dans le fait de faire cohabiter la notion de réactivité et la notion de proactivité. Parce que, évidemment, que notre objectif, c'est de faire en sorte que tout roule, tout se passe correctement et qu'on n'ait plus d'intervention à faire ou ce genre de choses. Et c'est clairement vers là que l'on tend, au travers des outils, au travers de nos compétences et au travers de nos méthodologies de travail. Néanmoins, il reste, et il subsistera toujours, une notion de réactivité. Maintenant, c'est comment on traite cette réactivité-là en étant plus efficace, en étant plus rapide, en créant des ABAC, en créant des retours d'expérience, de telle sorte à ce que, finalement, la proportion de réactivité liée à l'activité d'un MSP se réduise au profit d'une proactivité beaucoup plus importante, qui, de toute façon, va se nourrir de nos retours d'expérience, des outils notamment d'IA, on y reviendra tout à l'heure, et également de notre méthodologie de travail. Donc c'est comme ça, nous, qu'on a pensé l'évolution d'Efficience. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on adresse et qu'on accompagne nos clients sur le marché. Et ce qui est plutôt cool dans cette démarche, c'est qu'on a notre écosystème partenaire constructeurs et éditeurs qui ont levé la main, qui disent « Ah, ce que vous faites, c'est pas mal, ça nous intéresse, on a des technos qui pourraient répondre à ces sujets-là. Est-ce que ça vous intéresse d'intégrer cette espèce d'incubateur de technologie, et ce qui nous permet aussi de grandir et de nous challenger ?» D'accord. Emmanuel, comment ça s'est passé pour vous? Alors, on va dire que historiquement sur Infinilink, c'est d'ailleurs dans le nom de l'entreprise, c'est le lien permanent avec le client. On était dès le départ sur des offres illimitées en téléphonie et effectivement en infogérance, comme on disait à l'époque. Voilà. Vous, c'était votre culture déjà. Exactement, dès le début. Et à quel moment vous avez basculé alors? On a transformé notre savoir-faire sur Infinilink il y a une petite dizaine d'années à peu près, avec un acteur du marché qui nous a accompagnés et qui continue à nous accompagner, qui est BMSP, sur l'implémentation d'outils comme des outils de ticketing, des outils de supervision. On avait tout à l'heure Ninja qui intervenait, qui est aussi une entreprise qui propose ce type de produit. Et en fait, après, peu importe l'outil qu'on va utiliser, l'idée c'est qu'est-ce qu'on va amener en valeur ajoutée à nos clients, comment est-ce qu'on va les accompagner. Il est vrai que commercialement, c'est intéressant et en fait c'est plus facile d'aller voir un prospect et de lui dire si on fait des bêtises, en fait vous payez pas puisque c'est un forfait. Et en même temps, l'impact derrière, ça veut dire aussi que si on fait trop bien notre travail, parfois, il y a une notion de on va plus voir le client ou plus assez. Et donc, comment est-ce qu'on va intégrer je dirais, ce temps qu'on passe plus
à l'époque à être en mode pompier, à accompagner et à suivre le client. Et alors sur Egotech, ce qui est intéressant... Parce que là, c'est une transformation. Exactement, oui, c'est une transformation où il y avait 2 entreprises qui étaient Audit Télécom, Audit Informatique, qu'on a fusionnées, et où ils n'avaient pas du tout d'offres... on veut dire MSP informatique, classique. Ouais. Et donc là, on attaque le portefeuille client télécom avec ça, avec cette offre que notre savoir-faire Infinilink, mais sur l'écosystème bayonnais, Egotech. Alors vous allez nous en parler après. Johan, donc vous êtes nativement MSP. C'est vrai, mais dans mon expérience professionnelle, qui a plus de 20 ans aujourd'hui, j'ai connu aussi les anciens modèles économiques. D'accord. Je dirais quand même que avant tout, ça a été une transformation plutôt économique. C'est-à-dire que quand on voit le marché, tous les modèles, que ce soit Microsoft, Adobe ou tout le monde, va vers du mensuel. Oui, sauf qu'on ne peut pas comparer un éditeur avec un MSP. C'est vrai, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, le monde informatique et on va dire les prestataires de services avaient cette petite image de pompier, pour reprendre un petit peu votre terme. Oui. Et c'est vrai qu'on avait besoin de changer un petit peu cet aspect-là. Et quand on était en forfait temps, avant, puisqu'on vendait du temps, on adossait souvent du temps avec de la prévention, des journées préventives sur site. La problématique que nous remontaient les clients, c'était souvent la même. Quand vous venez, il n'y a pas de problème. Donc vous faites du préventif qui est souvent, ok, ça peut être intéressant pour les serveurs, mais globalement, j'aurais préféré peut-être que vous veniez à un autre moment. Et quand on met tout ça bout à bout... Un autre moment, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on va chez le client pour faire du préventif et qu'il n'y a pas de problème à ce moment-là... Ouais. Ils ne comprennent pas que vous soyez là. Ils ne comprennent pas qu'on est là, surtout qu'ils ne comprennent pas que comme on vend du temps, ce temps-là, il est facturé. Ouais. Donc il a été facturé dans le contrat. Et donc forcément, c'est de l'argent perdu et ils avaient tendance à transformer ce préventif. Donc une valeur perçue nulle. Exactement, en curatif, parce qu'on ne peut pas tomber pile le jour où il fallait voir l'incident arriver. D'accord. Et c'est là que tous les outils qui ont été développés récemment, comme les RMM, etc., nous permet d'avoir une valeur ajoutée plus importante, puisqu'on transforme un petit peu avec les forfaits qu'on vend aujourd'hui, qui sont des forfaits illimités finalement, puisqu'il n'y a plus cette notion de temps. On transforme un petit peu le métier du mainteneur informatique ou de l'infogéreur, qui avait une obligation de moyens à une obligation de résultat, puisque tant que ça ne marche pas, on revient. Donc ça ne marche pas, on revient, ça ne marche pas, on revient. Donc à la finale, si on veut que ça marche, il faut être efficace. Voilà. Et donc c'est en cela que c'est une transformation du modèle économique. Complètement. OK. Alors on va, je vois que le temps passe, hein, donc on a fait des présentations, on a plusieurs chapitres à aborder. On va parler automatisation, industrialisation. Donc, voilà, l'automatisation qui est vraiment l'épine dorsale de ce métier, vous l'avez souligné. Donc, jusqu'où on peut aller, sans complexifier les opérations, ni déshumaniser la relation. Hein, c'est ce que vous disiez. Comment rester agile face à des demandes imprévues ou atypiques, et quel est concrètement le rôle de l'IA dans vos services? Voilà, je vous laisse la parole. On commence par Frédéric. On va garder le même ordre. Okay. Alors, l'industrialisation, effectivement, est importante, hein, plus on grandit, évidemment, mais les clients sont aussi demandeurs, je pense, de choses plus efficaces, hein, tout simplement. Onboarder un utilisateur ne doit pas prendre 3 jours, alors qu'aujourd'hui, on doit lui préparer un poste, le mettre en sécurité, activer ses licences SaaS, Office 365 ou autre, sa messagerie, etc. Donc, il y a tout un tas d'actions on doit mener, alors qu'avant, on arrivait, on allumait un poste qui était fixe, qui était dans le bureau, et on faisait pas grand-chose à part configurer Outlook, quoi, grosso modo. Donc c'est là que l'automatisation, évidemment, prend tout son rôle. Parce que faire toutes ces actions en un clic et 5 minutes, de façon standardisée, vérifiée, fait gagner en productivité, en efficacité à tout le monde. Donc c'est un point extrêmement important sur lequel nous, on travaille beaucoup. On avait déjà des outils classiques RMM qui nous permettaient de faire cela. On avance vers des outils d'automatisation de processus plus intelligents, ou en tout cas plus efficaces, qui permettent de connecter plus de choses. Voilà, si on peut donner des noms, enfin, et ce qui est intéressant, c'est de voir, vous en plus, vous avez changé de RMM en cours de route. Vous avez on a changé pas mal de RMM, oui. Voilà, vous avez eu des outils internes, maintenant des outils plutôt standards. Donc voilà, dites-nous...
En termes de RMM, on a testé plein de choses jusqu'à arriver à Ninja One, dont on est très content. J'en parlais juste avant. Ça reste un outil donc central évidemment, mais on arrive sur des outils d'automatisation plus modernes qu'on teste, notamment certains qui s'appellent Roost. Roost permet d'automatiser des processus. Ça va plus loin que la pure technique. Ça va aller connecter d'autres outils SaaS, tout ce qui a en gros une API. Ça peut aller sur la facturation, ça peut aller sur plein de choses en interne chez nous et chez le client pour aller couvrir l'ensemble du besoin. Parce que onboarder un utilisateur, si je reprends mon exemple, ça n'est pas juste lui préparer un poste, lui préparer un compte Entra et lui préparer une boîte mail et tout ça. C'est aussi informer la facturation chez nous qu'il faut facturer quelque chose. C'est aussi activer des garanties. C'est aussi plein d'autres choses qu'il faut faire et qu'il faut faire correctement. Donc voilà, ce genre d'outil permet, en tout cas on l'espère, d'aller encore beaucoup plus loin dans l'automatisation et dans la couverture à 360 de notre métier, et avec beaucoup de back-office, finalement, des parties que le client ne voit pas forcément directement, parce que ça n'est pas de la mise à disposition pour lui juste d'une licence, par exemple. Je sépare bien les deux sujets, même s'ils se rejoignent, automatisation et intelligence artificielle. Oui. Automatiser des processus, ça n'a pas forcément beaucoup d'intelligence. C'est juste les mettre bout à bout des actions. Tout à fait. Dans un ordre qu'on aura défini. Oui. En revanche, dans ces actions, il peut y avoir de l'interrogation d'intelligence artificielle. Oui. Pour générer quelque chose. Voilà. C'est une distinction qui mérite d'être faite, mais parfois on mélange les deux, parce que des outils mêlent les deux, parce que certains permettent d'interroger les autres. Voilà. Mais c'est pour nous très important. En termes d'intelligence artificielle, si j'ai encore une minute, on avance aussi sur des outils qui nous aident pour le ticketing, pour la réponse client, pour le tri, pour la qualification. Le but n'est pas de déshumaniser, et je rejoins totalement Thierry, je crois, c'est ça? C'est Emmanuel qui disait ça. Emmanuel. Évidemment, on a besoin de rester humain, on a besoin de rester proche de nos clients. Le but, c'est d'avoir du temps utile pour nos clients et de retirer ce qui est inutile aux techniciens pour qu'ils puissent communiquer avec le client et garder cette relation de proximité. Très bien. Alors, Johan, sur le sujet de l'automatisation, votre difficulté, c'est de faire dialoguer les outils. Vous avez des RMM, des CRM, des facturations et vous constatez quand même un manque d'interopérabilité. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je pense que Frédéric a eu le même problème puisque c'est ce qu'il a exprimé dans sa volonté de faire rentrer un nouvel acteur qui va justement essayer de faire communiquer tous ces différents outils pour arriver jusqu'au back-office, à la facturation, parce qu'on n'en parle pas assez, mais mettre en place des outils, rajouter une licence, un client qui a besoin d'une licence supplémentaire, même si on est efficace, réactif au niveau du technique, il faut quand même penser à le facturer, cette licence, et si le process de facturation est trop lent, notre réactivité va forcément en prendre un coup, parce qu'on ne donne pas des licences en libre service à tous les techniciens, surtout aux techniciens qui sont peut-être de niveau 1. Pourtant, ils ont besoin d'avoir tout de suite une licence supplémentaire pour activer les fonctionnalités pour le client. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un enjeu. Je veux également rebondir sur un aspect au niveau de l'automatisation et des outils IA. En tout cas, ça nous a permis, à nous, chez Underscore, de combler certains manques. C'est-à-dire que quand on allait en intervention chez les clients pour installer un poste ou même pour faire une mission particulière, on avait toujours la petite problématique de l'oubli. C'est-à-dire que quand on forme nos équipes, ou même quand on fait des rendez-vous clients, on a beau leur expliquer bon alors vous utilisez quel outil de protection, quel antivirus, etc. Celui-ci plutôt qu'un autre. On n'a pas vraiment de notion de valeur, j'ai envie de dire, cet antivirus ou un autre, ou cet outil de protection ou un autre, peu importe. L'essentiel, c'est de pas d'oublier de poste. Combien de fois dans ma carrière, je fais des audits chez des prospects, et je me rends compte que le prestataire informatique, soit n'a pas mis les antivirus, soit n'a pas mis les bons outils de protection, soit il les a mis, mais pas partout, soit ils ont expiré. Et c'est vrai que cette automatisation permet de combler la faille humaine du raté, de l'oubli. Alors, je vais vous passer la parole, Nelson. Vous, on va aller sur le sujet de l'IA, on va gagner du temps. Vous personnalisez vos agents en combinant différents moteurs, pour des usages concrets et des secteurs, des métiers précis. Oui. Alors, on a intégré, on a la chance quand même d'être boosté par des éditeurs qui sont souvent à notre porte pour dire ok les gars. Alors on peut citer peut-être. Oui, on travaille. Ça fait un petit moment qu'on échange ensemble. On est un partenaire assez fort de Microsoft. On travaille pas mal avec eux, notamment sur des solutions d'IA
leur solution d'IA qui commençait avec Copilot, mais tout s'appelle Copilot chez Microsoft, donc il faut savoir faire le tri, il faut savoir comment l'utiliser à bon escient. Donc, on travaille beaucoup avec eux, on s'est pas mal cherché sur à quoi va servir l'IA, je dirais, à la fois dans notre métier, mais aussi pour nos clients. Et en fait, je m'aperçois que on a appris en marchant, et l'IA répond, je dirais, à 3 grands enjeux. Le premier enjeu, il répond aux besoins quotidiens, basiques et fondamentaux de nos clients dans leur métier et dans leur productivité. Okay, évidemment, c'est pas juste leur dire voilà, ça c'est l'IA, on va dire à nos très chères Janine de la compta, tu vas utiliser l'IA demain et ça va fonctionner. Non, évidemment qu'il y a une pédagogie à avoir comme lorsque l'on intègre n'importe quelle nouvelle technologie. Mais ça, c'est le premier point. Et ce phénomène-là, déjà, enlève une partie de support de proximité que l'on pouvait avoir assez chronophage. Et encore une fois, je prends une illustration très basique, mais c'est j'ai un appel d'un ticket d'une personne qui ne sait pas mettre une clé USB dans un ordi, quoi. Enfin, je schématise le truc. Mais l'IA répond à ces besoins, je dirais, fondamentaux des collaborateurs dans leur quotidien du travail. Okay, la deuxième réponse majeure que l'IA nous apporte, c'est dans la qualité du service que l'on fournit. D'accord ? C'est de dire, on parlait tout à l'heure de hiérarchisation d'une panne, de hiérarchisation et de traduction même d'un incident qui arrive chez un client. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça peut être des incidents techniques, ça peut être des incidents de processus, et ça peut être des incidents même de cybersécurité. Et nous, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable d'avoir cette première gare de triage finalement de l'ensemble de ces incidents pour que l'on soit beaucoup plus responsif, beaucoup plus efficace et donc beaucoup plus proactif, si je reprends la chaîne en introduction que l'on mentionnait, face à nos clients et dans le managed services de ces clients-là. Okay, et enfin, le troisième élément important que l'IA nous apporte, c'est l'amélioration constante de nos processus et de nos compétences. Autrement dit, on a intégré, on se l'était dit il y a quelques temps, des notions de dev applicatif dans nos activités, parce qu'on essaye en tant que MSP d'aller un petit peu plus loin que le middleware, d'aller maintenant sur les couches, je dirais, applicatives de nos clients, parce qu'on a des clients qui montent en gamme en termes de technologie et d'évolutivité technologique. Donc on se doit aussi de les accompagner dans ces aspects-là. Donc lorsqu'on est dans des phases d'automatisation d'une infrastructure, dans une phase de move d'une infra vers un modèle multi-cloud, on doit être capable, nous, d'être efficace, rapide et fonctionnel dans l'accompagnement de nos clients. L'IA nous a permis, par exemple, d'industrialiser et d'automatiser le coding de l'ensemble de nos infrastructures. Et ça, dans notre capacité, dans notre qualité de service au quotidien, on a gagné 30 à 40% du temps à la fois d'accompagnement de nos clients, mais de la résolution des incidents infrastructure également. Très bien. Alors Emmanuel, très vite, vous avez votre transformation MSP s'est appuyée donc sur un socle complet RMM PSA, hein, mais que vous utilisez donc depuis maintenant une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez constaté des gains opérationnels par rapport à ce que vous faisiez avant ? Très clairement. Évidemment que lorsqu'on installe, si je prends l'exemple par exemple du CRM, une entreprise qui met en place un CRM et qui n'en avait pas avant, elle va avoir un gain de performance, elle va avoir un gain de rentabilité, de suivi de ses clients. C'est évident que la mise en place de ces outils nous permet d'avoir des gains, que ce soit internes ou externes. Je voudrais revenir sur 2 éléments qui ont été dits tout à l'heure. D'abord, sur l'interconnexion des plateformes. Aujourd'hui, notre métier, on a tendance, ou en tout cas les éditeurs ou la spécialisation des éditeurs nous pousse parfois à aller de plus en plus sur une multitude de plateformes parce qu'il y en a une qui est hyper compétente sur un domaine, une autre hyper compétente sur un autre domaine, et donc on va dire ah ouais mais là avec celle-là je vais pouvoir faire ça, ça et ça. Et donc ça c'est bien, et en même temps ça nous oblige, comme était dit tout à l'heure, c'est à interconnecter les plateformes entre elles, à faire en sorte qu'elles communiquent. Il y en a qui intègrent de l'IA, d'autres pas de l'IA. Et comment est-ce qu'on va, nous, en interne, réussir à mettre en place toutes ces plateformes pour faire en sorte notre job, c'est de servir le client quand même. Et le servir bien. Donc là, on a une vraie complexité dans le modèle MSP à venir limiter les plateformes et consolider l'interconnexion de ces outils. Ensuite, sur la partie purement intelligence artificielle, moi je pense que on est au début
d'un truc qui est, ça va être un raz-de-marée en fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'en rendent pas compte, beaucoup de dirigeants qui s'en rendent pas compte. Il y a des métiers qui sont déjà en train d'être complètement transformés et qui vont être abandonnés. Mais par contre, ce que ça va pas changer, c'est l'humain derrière. Et donc l'IA travaille, les ordinateurs, les microprocesseurs travaillent des millions de fois plus vite que notre capacité à traiter l'information en tant qu'humain. Donc effectivement, ça va nous servir de garde triage, d'aller détecter une attaque. Aujourd'hui, une attaque, globalement, en 50 secondes, une entreprise se fait attaquer. Bon, grâce à l'IA, en quelques secondes, on va pouvoir détecter ces attaques. Mais même si l'ensemble des collaborateurs d'Infinilink aujourd'hui ont une licence pour utiliser l'intelligence artificielle, ça leur permet simplement d'améliorer leur capacité à aller traiter l'information et à répondre mieux aux clients sur la personnalisation. Alors, je vous coupe, je suis désolé. On est obligé de faire une petite pause. On se retrouve dans 10 minutes, donc tous ensemble sur ce plateau. On a une communication partenaire avec Ingrid Villery de Crayon. Voilà, à tout de suite dans 10 minutes. Merci.